Cette question est précise. Je vais répondre de façon précise et puis je vais continuer dans un développement. Il n'y a pas matière à discuter avec le MNLA. Et je crois que quelque part, le Premier ministre Django Sissoko avait raison quand il a dit l'Azawad ne constitue aucune entité administrative à l'État. Que le MNLA demandait l'indépendance. Du moment qu'il a renoncé à l'indépendance, le MNLA n'existe plus politiquement. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire dans cette cas-là. Mais je vais plus loin en disant que en instituant des négociations avec le MNLA, la France fait tomber son masque. Fait tomber son masque parce que aujourd'hui c'est elle qui chapeaute toutes ces négociations, étant donné que sa vocation, quand elle venait en République du Mali, pour soi-disant soutenir le Mali dans ses difficultés, la France était très claire. Nous menons la lutte contre les narcotrafiquants, nous menons la lutte contre le terrorisme, contre la première otage. Nous soutenons le Mali dans ce sens. Nous ne sommes intéressés par rien d'autre. Et nous estimons simplement que tout le reste appartient au Mali. Donc, ce point de vue, le bilan doit être fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Et la lutte contre le terrorisme est-elle terminée? Si elle est terminée, de ce point de vue, il appartient aux Maliens de façon souveraine de débattre en eux. Maintenant, les revendications négociées avec les MNLA, ce qui s'est passé à Ouagadougou, ce n'était pas la négociation avec les MNLA. Moi, je nuance. C'était en réalité une façon de ramener les autres mouvements de la rébellion aux thèses du MNLA. De ramener aux thèses du MNLA, ce qui permettrait en ce moment-là au MNLA d'avoir une véritable force afin de faire face à l'armée malienne et d'être capable en ce moment face à l'État malien de poser ses conditions dans le dialogue et dire et faire passer ses positions politiques. Et ces positions politiques de MNLA sont connues étant donné que le MNLA est une création de la France. Création de la France qui se trouve franchement au vu du droit international poursuivable. Parce qu'on ne peut pas, en tant que pays souverain, et accepter qu'une bande armée s'organise sur ton territoire, revendique l'indépendance d'une partie du territoire d'un autre pays, et que ces gens soient armés par des soins pour aller agresser un autre pays. À mon avis, de ce point de vue, la France est complètement sur le banc des accusés et peut être poursuivie, doit être poursuivie. Donc, mais malheureusement, la question des négociations pour la paix a pris une autre connotation. La connotation qu'elle a prise, c'est le mode de gestion que le Mali doit avoir de son territoire, de son espace, et le mode de gestion que le Mali doit avoir vis-à-vis de ses citoyens. Et donc là, c'est quand la communauté internationale a poussé le bouchon trop fort pour annuler au Mali sa souveraineté et son indépendance. Alors, ce qui fait que, à Ouagadougou, le combat qu'ils ont mené aujourd'hui, parce que tous les mouvements ne sont pas indépendantistes, tous les mouvements ne sont pas séparatistes. Alors, donc, puisque le mouvement comme le MNLA ne représente pratiquement rien en termes de force militaire et en termes même de force politique, parce qu'elle n'a aucune légitimité populaire derrière elle, alors il faut faire en sorte que les autres forces qu'on avait taxées des djihadistes, des terroristes, que ces forces se mettent ensemble avec le MNLA pour lui donner du poids. Et l'essentiel des débats, c'est qui est regrettable. Ça a été ça à Ouagadougou. Ça a été ça à Ouagadougou. Et cela n'est pas surprenant pour nous autres, parce que ce débat est mené par un gouvernement issu d'un coup d'État institutionnel que la communauté internationale a fait au Mali. Ce qui, à mon avis, donne du crédit à la thèse de mon ami militaire de Sendereux qui dit qu'il y a eu 4 coups d'État finalement au Mali. Un premier coup d'État qui a été opéré par eux contre le général Matouma Touré, le deuxième coup d'État qui a été fait par la CEDEAO, et le troisième coup d'État qui a été fait par le peuple malien contre Djamila Traoré. Et moi j'ajoute un quatrième coup d'État qui a mis la CEDEAO et la communauté internationale à rétablir Djamila au pouvoir. Et les propos de ce gouvernement illégitime et anticonstitutionnel ont été dans la bouche de Djamila Traoré lorsqu'il arrivait à Addis Abeba qu'au Mali,
aucune des forces présentes n'est crédible. Il dit la COPAM, elle s'est disqualifiée. Il dit le FIA, excusez-moi, le FLN, le Gandako et le Gandaezo, c'est du folklore. Et il dit le MIA, c'est Ansarine qui a été battu et qui ne représente plus rien, qui se transforme en MIA, que finalement la seule force crédible reste le MNLA. Donc ça veut dire simplement que le MNLA, le gouvernement actuel de Diongo Lebrun, et Yad Agadi qui a fait l'attaque de Kona avec la complicité de la France, même pratiquement le même combat, dont la toile de fond se trouve être aujourd'hui une question de mode de gestion d'une partie du territoire malien qui ressemble plus à une partition, à un séparatisme, qui n'est pas l'objet de la visite de la France dans notre pays, qui n'était pas non plus l'objet du combat de notre armée qui, conformément à son rôle, se bat pour l'intégrité territoriale du Mali. Merci pour cette belle analyse. Aujourd'hui, vous êtes un candidat à l'élection présidentielle prévue pour vous, élu président. Quelle serait votre solution pour gérer la crise du Nord? Est-ce que vous allez passer par une négociation ou qu'est-ce que vous allez proposer concrètement au Mali? Est-ce que vous allez dialoguer avec les populations du Nord du Mali qui sont révoltées aujourd'hui? D'abord, les populations du Nord du Mali ne sont pas révoltées. Il y a un groupe de groupes qui sont révoltés parce que je donne deux exemples au passage. Il y a eu une marche que le MNLA a forcée à Kidal. Il aura fallu terroriser les gens pour les faire sortir. À Tessalit, ils ont arrêté plein de gens parce que ces gens ont dit nous sommes maliens. Donc ce n'est pas un dialogue avec les communautés touareg. Président de la République, ma priorité c'est la paix. Et pour avoir la paix, il y a deux choses. Il y a la guerre et le dialogue. Moi je ferai la guerre et le dialogue. La guerre et le dialogue. Le dialogue prôné, qui consiste d'abord à demander à tous ceux qui ont pris des armes de les déposer, de revenir dans un nouveau Mali. Parce que n'oublions jamais, ne perdons jamais de vue que cette rébellion est la conséquence de la mauvaise gouvernance au Mali. Que cette rébellion est la conséquence du déficit démocratique du Mali, du pseudo-démocratie que nous avons connu en République du Mali. C'est ça les conséquences de cette rébellion. Les conséquences de cette gouvernance-là. Donc, de ce point de vue, tous les secteurs et toutes les communautés ont pris les armes qu'il faut pour combattre et le régime de Alpha pendant ces 10 ans et le régime de Mohamed Touré pendant ces 10 ans. Les étudiants dans la rue, la violence scolaire, les étudiants, les ouvriers des mines d'or, les paysans par-ci par-là, etc. Chacun a utilisé la grève, les protestations de toutes sortes contre un État qui s'est comporté en État voyou contre les citoyens maliens sous le label de la démocratie qui n'en est pas un. Donc, de ce point de vue, on peut même comprendre quelque part que les gens prennent des armes sans l'accepter, sans que ça soit sa conviction profonde. C'est la mienne. Alors, donc, de ce point de vue, prenez le dialogue. Premièrement, pour tous ceux qui veulent d'une nation unie, tous ceux qui veulent de l'intégrité territoriale du Mali, et tous ceux qui refusent que le Mali continue à être dirigé comme il l'a été. Ça, c'est le dialogue, le sens de notre dialogue à nous. Et maintenant, prendre les armes contre tous ceux qui sont organisés à l'extérieur du Mali et qui veulent de la partition de notre pays parce qu'ils pensent qu'il y a des richesses quelque part dont eux ils pourraient profiter avec une certaine communauté. Là-dessus, il n'y a pas de dialogue, le dialogue n'est pas de mise. Parce que ce pays, il n'a pas été ce pays par ceux qui ont pris les armes aujourd'hui. Il a été par nos ancêtres à nous tous. Quand on voit le mouvement des hommes sur l'étendue du territoire national, des Miangas qui quittent l'Éré pour venir aujourd'hui coloniser Kouchala, on a même l'impression qu'ils n'ont pas quitté du côté de l'Éré. Des enfants de Sundiata, de Samour et de Babemba qui quittent là-bas pour aller se retrouver jusqu'à Tombouctou parce qu'ils ont résisté à la colonisation française. Firoun qui s'est battu dans toute sa zone. Ce Mali n'a pas été construit par des individus d'aujourd'hui qui peuvent se permettre d'aller faire marche avec une puissance extérieure qui a des velléités sur les richesses internes et qui pense au passage les servir pour faire d'eux un émirat, un Eldorado pour eux, contre ceux-ci
avec ceci, pour moi, le dialogue n'est pas de mise. Si on parvenait à avoir aujourd'hui, à Ouagadougou, un compromis pour redéployer l'armée malienne à Kidal, organiser les élections à Kidal, est-ce que vous allez saluer cela? Un compromis pour déployer l'armée malienne, ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'il y a des conditions qui vont être posées. Attendons de voir ces conditions. On vous laisse l'armée rentrer, et puis là aussi, quelque part, il y a une question d'honneur. On fait comme si l'armée est incapable de rentrer, de battre le MNLA. Mais c'est pourquoi je dis quelque part au départ que l'armée, en réalité, ce qui se passe en réalité, on a essayé de mettre les mouvements ensemble. La vérité est que ces mouvements-là, avec l'armée, le MNLA ne mettra même pas le combat. Pas le combat. Et en effet, on a vu, l'armée a mené son combat. Le MNLA a été frappé par toutes les forces. Le mouvement arabe de l'Azawad a frappé le MNLA. Le Moujaou l'a frappé. Ansadi n'en parle même pas. Tous ces mouvements ont donné du fil à retordre au MNLA, qui n'existe pas. Il n'existe pas. C'est la force française qui existe et qui porte les revendications politiques du MNLA et qui veut la faire porter par l'ensemble des mouvements de la rébellion dans le nord du Mali. Alors non, moi je ne veux pas d'un déploiement négocié, parce qu'un déploiement négocié a toujours des conséquences dramatiques. Moi je parle du dialogue. Même aujourd'hui, notre vision du dialogue, elle est possible. Mais c'est un dialogue qui doit être porté par les Maliens. Je suis bien placé pour le dire dans la mesure où nous avons rencontré les gens d'Ansardine. Je ne suis pas le seul à avoir rencontré les gens d'Ansardine et le moment de la rébellion. Et le Haut Conseil islamique a rencontré tous ces mouvements-là, notamment Ansardine. Dina Dogon a rencontré tous ces mouvements jusqu'à Kidal. Et moi j'ai rencontré Ansardine à Niafunké. Et je dialogue avec certains du MNLA. De grâce. Pourquoi nous n'allons pas capitaliser ça? Pourquoi nous n'allons pas mettre ça au service de notre pays? Mais tout le problème, ce n'est pas ce qui se passe au nord. Tout le problème, c'est le gouvernement illégitime et illégal qui nous gouverne, qui a sa légitimité à la même source que la légitimité du MNLA, c'est-à-dire la France. C'est ça qui est le problème. La rébellion n'est pas un problème. C'est la gouvernance actuelle qui est un problème. Et d'ailleurs, cette rébellion n'est rien d'autre que la conséquence, comme je l'ai dit tantôt, de cette gouvernance. Merci beaucoup. Okay.